Jour de la sortie. J'ai pas eu le choix de la sortir ce jour-là. C'est que la date était contractuelle. Si, que le RP Hearts of Iron, ça générerait de l'argent, mais je peux pas dans ce setup. Vous avez vu l'état de mon bureau, c'est un bordel sans nom. Je sais même pas où sont mes affaires et tout. Enfin, c'est trop chiant. Faut de la place, faudrait que je puisse mettre le fond vert et tout. Alors les gens n'utilisent pas plus Twitch. Twitch a atteint son public maximum, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Twitch, c'est fini déjà. C'est arrivé à saturation. Il y a les seuls nouveaux entrants. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vraiment... je sais pas ce que je ferais. Je sais pas ce que je ferais si j'arrêtais YouTube. Instagram, ça marche très bien en ce moment. TikTok, oui, mais TikTok, c'est très aléatoire. Ah oui, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, hein, moi, c'est vraiment pas le problème. Mais alors, en fait, il faut savoir que la vidéo sur l'espagnol a eu des stats très basses. C'était attendu. Et puis d'un coup, parce qu'elle a été partagée sur un site, je ne sais pas lequel, elle est remontée. Vraiment énorme. Faut savoir que la vidéo sur l'espagnol, 31% de son trafic vient de Google Search, de l'extérieur de YouTube. Donc elle marchait pas du tout. Et puis elle a été sur un site ou mise en avant quelque part, on sait pas trop. Et elle s'est retrouvée à faire plein de nouvelles vues. Et du coup maintenant c'est 1/3 de ses vues viennent de l'extérieur de YouTube. Oui, je sais que YouTube c'est Google, mais sur le site, je précise, on compte des vues qui sont générées à l'extérieur de YouTube. Si jamais vous tapez des trucs sur Google et que vous regardez et que vous arrivez par Google parce que le lien s'est retrouvé référencé sur Google, c'est pas parce que vous avez tapé le nom sur YouTube ou parce que vous l'avez vu en suggestion ou quoi que ce soit. Donc ça a sauvé la vidéo. Ça a vraiment sauvé la vidéo qui sinon était condamnée à vraiment faire un score terriblement bas, quoi. Et la vidéo a été vue plusieurs fois aussi, c'est-à-dire que la vidéo fait 124 000 vues, mais il n'y a que 100 000 spectateurs uniques. Donc 1/5 des vues ont été faites par des gens qui avaient déjà vu la vidéo. La vidéo a été vue 2 fois par à peu près, ouais, un quart des gens à regarder la vidéo une nouvelle fois. Se faire détester pour réussir, qui a changé de titre plusieurs fois et de miniature plusieurs fois. Un enfer, ça s'est effondré direct. La vidéo a quasiment pas été vue par les non d'abonnés. Voilà. Ah oui, j'ai le watch time, je sais combien de temps les gens regardent en moyenne une vidéo. Et la vidéo sur faut-il se faire détester pour réussir, machin, enfin le truc Egelmeister sur les articles du 19e siècle, etc., machin, sur l'autorité, d'ailleurs je pense que je vais rechanger le titre, est une vidéo qui qui par exemple ne fait que 0,6% ses vues en dehors de YouTube, contre 31 sur l'espagnol. C'est une vidéo qui a un taux de clic normal. C'est une vidéo qui a un watch time qui est plutôt bon par rapport à la moyenne. Et c'est une vidéo qui n'a pas du tout été vue par les non-abonnés. C'est bizarre pourtant, elle est dans la même trempe que le mérite. Pourquoi pas faire des vidéos en anglais pour le marché US? C'est l'idée de absolument tout le monde qui essaye de se faire une place sur un marché qui est déjà saturé par les gens qui habitent déjà aux États-Unis ou en Angleterre. Ce serait comme si t'étais un créateur africain qui se disait je vais faire des vidéos en français, comme ça je pouvais pouvoir cartonner en France. Tu connais beaucoup toi de youtubeurs africains. En fait, il faut savoir que les vues sont aussi géolocalisées. Hein.
la situation géographique joue pour beaucoup sur à qui on propose quelle vidéo. Faut qu'une vidéo fasse combien de vues pour que tu la considères comme un succès? Faut qu'elle fasse 100 000 dans le mois, mais pour qu'elle fasse 100 000 dans le mois, faut qu'elle fasse 90 000 les 5 premiers jours. Te diriger vers la politique sur YouTube. Ah, je fais ça déjà sur la chaîne secondaire. Ça marche pas très bien. Ça marche pas de ouf. ça marche vachement moins bien que raconter des anecdotes. La politique, c'est pas un sujet que YouTube met beaucoup en avant. Donc là, catastrophe, enfin industrielle, hein, vraiment effondrement industriel. Hein, la vidéo sur faut-il se faire détester pour réussir, et je vais rechanger le titre. D'ailleurs, je vais le rechanger maintenant parce que de toute façon, maintenant, je sais que la vidéo ne marchera pas. Faut-il déplaire pour marquer son époque? Voilà, le titre aura changé 4 fois, mais bon, écoutez. Et là, comment le grec a changé la face du monde? Il y avait des titres qui étaient sûrement meilleurs. Là, pareil. Accident industriel. La vidéo n'a fait que 63 000 vues. À titre de comparaison, parce que YouTube nous permet de comparer. Il faut savoir que... Ah, attends, comment j'ai accès à ce truc déjà? Pourtant elle est géniale. Bah oui, après bon, je savais que ce serait pas le... Je savais que ce serait... Honnêtement, je savais que ce serait pas la vidéo de l'année. Bien sûr. Il y avait pas de doute là-dessus. Mais là on est sur une... Il faut savoir que par exemple... la vidéo sur les déchets nucléaires avait déjà dépassé les 100 000. La vidéo sur l'Académie française, la dernière vidéo que j'ai fait où je parlais d'Académie, elle était déjà à 120 000. Même la vidéo sur Dune avait mieux marché. Donc là, la vidéo, elle n'existe pas. Voilà. Elle est inexistante. Donc, je sais pas. T'as changé tes horaires de... Non, même pas. Pourquoi c'est si gênant qu'il y ait moins de vues? Eh bien, parce que la vidéo de Gallmeister, c'est une vidéo qui m'a été payée 8 000 €. C'est la vidéo... C'est le plus gros budget de l'année. Je compte pas Landra dedans, parce que Landra c'était sur le budget de l'année dernière. C'est le plus gros budget de l'année. C'est la vidéo qui fait le moins de vues de l'année. Là, les prix des OP ont baissé drastiquement. Là, l'OP Oli, on a quand même réussi à renégocier un tout petit peu plus en disant quand même c'est Noël, la vidéo a peut-être du potentiel et tout machin. La vidéo fait 60 000 vues. Là, ils sont dedans. Hein. Là, ils sont dedans. Ce que ça va conduire, en fait, une baisse de vues, très concrètement, c'est une baisse de combien je gagne. En monétisation, bien sûr, et en OP. Vous comptez que la plupart des gens aujourd'hui signent un RPM de 25. 60 000, là je suis à 60 000. La vidéo, là, elle serait payée 1005. La même vidéo, il y a 2 ans, c'était 3000. Bah, forcément, si avant, quand tu faisais 2 vidéos, tu gagnais 6000 et qu'après tu gagnes que 3000, il te manque 3000, quoi. Pour faire du développement de projet, pour verser des salaires, pour payer des techniciens, pour tout un tas de trucs, pour te payer toi-même hein, aussi, évidemment. Ça marche pas au nombre de commandes? Non, là, je touche 0 sur les commandes, moi. Là, je touche 0 sur les commandes. Ah non, mais YouTube te donne tout un tas d'informations. Et d'ailleurs, en insistant bien là où ça fait mal, en te disant fais mieux, mais t'es nul, fais mieux, fais mieux. Avoir une agence aide à avoir des meilleurs OP. Oui, mais on est à une époque, on est dans une période. Il y a beaucoup de boîtes qui ont des difficultés en ce moment. Il y en a énormément.
Et on est dans une période où les gens sont beaucoup plus frileux. En fait, les marques sont prêtes à vachement moins investir qu'avant sur YouTube. C'est moins porteur. Ils ont moins de budget à y dédier. Et ils sont moins à le faire. Donc il y a moins d'argent qui arrive. Et nous, comme tout a augmenté aussi, mais qu'en plus on a besoin d'argent, bah on est beaucoup plus à vouloir cet argent. Sans vouloir faire de l'offre et de la demande de manière basique, forcément, s'il y a moins d'argent et qu'on est plus à vouloir se le partager, ça tire les prix vers le bas de ouf. Et il y a les gros qui prennent tout. Alors ça, c'est de toute façon très évident. Il y a des gens pour qui la crise n'existe pas. Ça, c'est toujours. Les valeurs sûres, donc les gros vidéastes qui sont les valeurs sûres, eux sont à l'abri. Ils sont à l'abri. Et d'ailleurs, ils concentrent même d'autant plus l'argent. Puisqu'en fait, il y a un rétrécissement du marché et c'est les premiers servis. Il y a certains gros youtubeurs, tu sais que s'ils passent par telle marque, tel musée ou tel type de truc, tu sais qu'à la fin, t'es à poil. Tu sais qu'il n'y a plus rien, tu sais qu'ils prennent tout. 400K abonnés, non, je suis pas un gros, moi je suis un moyen. Donc je fais des vues qui sont quand même relativement correctes si on compare à plein de chaînes de vulga. Si vous regardez la chaîne de Manon Bril ou la chaîne de Cyrus North ou la chaîne de Julien Méniel qui ont peu ou prou 2 fois plus d'abonnés que moi, ils font pas 2 fois plus de vues. Ils font même, sur pas mal de vidéos, moins de vues que moi. Bon là, je suis en train de m'effondrer, donc vas-y là, voilà, c'est peut-être le moment où moi je vais devoir commencer à me poser plein de questions. Mais ouais, bon, bah, voilà. Et non, je pense pas que ce soit forcément l'explosion de la bulle Covid, parce que NordVPN, moi une vidéo chez NordVPN, c'était déjà il y a 5 ans, c'était entre 2005 et 3005. Sauf que 2500 € il y a 5 ans, c'est pas 2500 € aujourd'hui, quoi. Sauf que c'est au prix auquel NordVPN veut me signer aujourd'hui. Il me donnait plus avant, pour que je fasse moins de vues qu'il me donne aujourd'hui, malgré l'inflation. Donc bon. Là, c'est les 3 dernières qui n'ont pas marché. Celle de l'Espagne, il y a je sais pas quoi qui sauve les meubles. La vidéo s'est retrouvée à être très partagée en dehors de YouTube et à faire toutes ses vues quasiment en dehors. Mais là, sur le grec et sur et la vidéo sur Faut-il déplaire pour marquer son époque, du coup, parce que j'ai repassé le nom. Bah, pareil là, c'est enfer. J'ai fait 3 miniatures différentes, 4 titres différents. Donc c'est assez désespérant, hein, ça c'est sûr. Donc il va falloir soit augmenter le nombre de vidéos, ce qui veut dire augmenter la charge de travail, pour juste garder le même budget. Soit faut que j'arrête de faire des trucs de niche et qu'il faut que je fasse que du consensuel, quoi. Il y a des gens, il y a des gens avec qui on bosse en tant qu'agence. Il y a des gens avec qui on bosse pour qui c'est pas du tout la crise, hein. Ils font que du contenu de flux, du contenu qui prend franchement pas beaucoup de temps de recherche, pas beaucoup de temps d'écriture. En termes de mise en scène, c'est très pauvre. Mais c'est très efficace. Alors c'est pas les vidéos que vous allez retenir sur le long terme. C'est pas les vidéos qui feront vous dire putain, ces gens-là, incroyable. Mais c'est des vidéos qui marchent, quoi. Le mot génocide, je pense que ouais, c'est du compliqué. On le sait que les mots comme haïr, génocide, détester, etc., c'est des mots qu'il faut éviter. Les vidéos sur le Figaro ont très bien marché. Ah mais oui, mais là je refais une vidéo sur le Figaro, ça marche très bien. C'est sûr. La prochaine vidéo, qui sort dans 4 jours, je suis à peu près sûr qu'elle va marcher correctement.
C'est une vidéo sponsorisée par Allskern. Je pense que... Je pense que ça a bien marché, ouais. C'est une vidéo sur l'éthique de langage. Je prends pas de risque, hein. En fait, ce qui est fascinant, c'est que les vidéos de réaction à l'actualité où je me répète quand même beaucoup, c'est tout le temps à peu près la même critique au même journal, mais dit avec des mots différents. Je suis sûr de faire le plein de vues. C'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est en termes de diversité de points de vue et de diversité de discours, c'est pas non plus... Moi, j'essaye à chaque fois de me réinventer et de reprendre un nouvel angle sur le sujet, mais putain... Ouais, c'est la zone de confort de mes auditeurs, c'est sûr. Dès l'instant que je m'écarte un peu pour parler un peu plus de santé mentale, du système, de l'influence, qu'on dit que les gens ils sont vachement intéressés par ça, etc., ça marche jamais vraiment très bien. D'où la question de est-ce que je ferais pas complètement quelque chose de complètement différent. La question se pose vraiment. La question se pose très très concrètement de ça fait 10 ans que je fais de la linguistique, est-ce que je ferais pas... J'en ferai toujours un peu, hein, mais est-ce que je ferais pas aussi totalement autre chose? Ah, mais le taf investi pas proportionnel au succès, évidemment, bien sûr, Dieu soit loué. Le chef otaku l'a peut-être dit, je ne crois pas que ce soit le premier. Je l'ai dit. Ça, je le sais. Une vidéo comme Landra, celle avec Landra, vidéo sur les déchets nucléaires, c'est la vidéo de la chaîne qui a demandé le plus de travail et le plus d'investissement financier. C'est sûr. Sans commune mesure avec le reste. C'est pas du tout une vidéo qui est la plus vue de la chaîne. Et c'est une vidéo qui continue son petit bonhomme de chemin et qui a eu un... et qui commence à faire partie pour une partie de mon public. Ça fait partie des classiques pour une partie de mon public. La linguistique, on en fait toujours un peu, hein. On en fait toujours, on en fait beaucoup même. Et bah voilà, c'est la vidéo sur les déchets nucléaires, c'est même pas, je suis même pas sûr que ce soit dans le top 5 des vidéos qui ont mieux marché cette année. Bah, c'est une vidéo vitrine, hein, la vidéo déchets nucléaires. Les vidéos de rénovation, ça cartonne sur YouTube. Mais j'en fais des vidéos de rénovation sur ma chaîne secondaire. Moi, ça cartonne pas du tout. Ça cartonne beaucoup sur Insta. Mais après, du coup, moi, j'ai envie aussi de faire d'autres choses. J'ai envie de faire d'autres choses, c'est sûr. Bien sûr que j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, je vais faire aussi d'autres choses. Mais bon, c'est pas facile. Là, j'ai commencé à poster les VOD sur la chaîne de VOD d'ailleurs. Je me suis rendu compte que les vidéos de cul sur la chaîne de VOD, elles avaient des vues, mais de zinzin. Je crois que c'est 90% des vues de la chaîne de VOD, c'est des vidéos de moi et Maïtena qui parlent de cul le dimanche soir. Donc ça, je pense que si jamais on faisait Radio Libre Q tous les dimanches, c'est sûr que on tiendrait quelque chose, tu vois. En plus, on en parle tout le temps, tous les jours. Mais tu vois, est-ce que j'ai envie de le faire? Je sais pas. C'est ça. Le cul, c'est stonks, mais le cul, c'est aussi très les robots qui te flaguent. Et, après, ça fait que des dollars jaunes sur YouTube. Hein. Des dollars jaunes ou des dollars rouges. Hein. C'est 0 € que ça te rapporte sur YouTube. Là, le 16, 17 et 18 sur la chaîne des VOD, il y a les VOD du candolisme là qui vont sortir. Pourquoi ça rapporte 0 €? Parce que YouTube c'est américain et que les Américains c'est des puritains.
Le sexe, c'est caca. Même à visée éducative. Ouais. Tu sais, le discours de Macron, là, bloqué, la VOD, elle est bloquée. Elle est bloquée dans pas mal de pays. Tu te fais sponsor par les marques de sextoys comme un nombril. Moi, j'aimerais beaucoup avoir ce contact, mais après, c'est des sextoys de riches, hein, le truc pour lequel un nombril a fait des trucs, là. Puis ça va avec sa DA et tout. Moi, je pense que je suis pas étiqueté par les marques de cul comme quelque chose... quelqu'un qui soit vendeur en la matière. Quand c'est des playlists à thème, t'es pas abonné. Si t'es pas abonné, ça remonte dans tes suggestions. Ouais, c'est vrai, moi, Rhinocéros, ça me le propose tout le temps, alors que le reste, non. Et je me suis pas abonné à Blast précisément pour pas avoir être floudé par le reste. Par HelloFresh. Mais la bouffe, je suis sceptique. Là, j'ai fait Oli, très honnêtement, parce que j'avais besoin d'argent. La bouffe, moi, normalement, c'est plutôt un truc que je fais pas. Par rapport aux briefs qu'ils vendent, il y a des trucs que je ne mentionne pas. Mais il se trouve que j'aime bien vraiment leur gamme Ice Tea de Oli. Donc j'en parle. Mais tout le bullshit de c'est naturel, moi, bah pareil, Holzkern dans le brief, c'est tout est naturel. Ça veut rien dire. J'ai transformé la phrase en fabriqué à partir de matériaux bruts. Ça veut dire naturel, ça veut rien dire. La gomme xanthane que tu mets pour faire et pour épaissir des sauces, c'est pas naturel pour plein de gens, mais c'est naturel aussi. Enfin, tout est naturel. Enfin, moi, c'est un argument que j'aime pas, par exemple. Mais Blast, Mediapart, mais t'es désabonné de Mediapart aussi parce que ça spammait trop. Une émission sur Blast ou le média, tu veux pas? Bon, moi, je m'ai proposé. Faudrait surtout qu'on me propose. Le directeur des programmes de Blast, il me connaît. Hein. Si jamais il veut me proposer quoi que ce soit, il m'écrit. Hein. Moi, j'aimerais bien, sur YouTube, hein, j'aimerais bien qu'on puisse s'abonner à des playlists. Ça, c'est sûr. Hein. Faut savoir que sur YouTube, sur les questions de on va se poser pour la regarder, je suis d'accord. Faut savoir que YouTube, comment ça fonctionne l'algorithme? Selon Gad Webedia, qui en a parlé. YouTube suggère la vidéo à un panel d'abord d'abonnés. Les gens qui sont abonnés. Et en fonction du taux de clic sur ces vidéos-là, il détermine combien d'impressions doivent être faites, et notamment auprès des non-abonnés. Donc en gros, pour être très vu, il faut que ton public cœur réponde tout de suite. S'il répond, c'est proposé à d'autres, et si eux-mêmes répondent, c'est proposé à d'autres, etc. Si la vidéo elle est mise de côté par tout le monde en disant je la regarderai plus tard, ça n'intéresse pas YouTube. YouTube, il veut qu'on regarde des vidéos maintenant, il veut pas qu'on regarde des vidéos plus tard. Donc du coup, il déréférence la vidéo et il préfère vous proposer des vidéos que vous seriez susceptible de regarder tout de suite. Ah bah oui, ils cherchent, bien sûr qu'ils cherchent le clic compulsif. Ils cherchent toute plateforme. Parce que par exemple Instagram, il faut pas faire de la pub pour d'autres produits qui seraient susceptibles de vous faire quitter Instagram. Toutes les plateformes ont un objectif, vous faire rester sur leur plateforme. Consommer du temps sur leur plateforme. Quand vous consommez du temps sur leur plateforme, vous regardez les pubs qui passent, ça fait de l'argent. Les chiffres et ça fait de l'argent. Sur un modèle qui fonctionne sans abonnement, c'est obligé. Ouais, le nombre d'impressions par clic, c'est super important. Le taux de clic d'une vidéo, le jour de sa sortie, moi,
il doit être entre... il doit normalement, je crois, être entre... je sais plus, entre 6 et 8 le premier jour. Puis il doit être entre 5 et 7 le second, etc. Après, ça diminue parce que plus la vidéo vieillit, plus le taux de clic baisse. Pour finir, normalement, sur les 1,5. Ah oui, tu plombes les stats. Bah, c'est pas grave, hein, c'est bien si tu regardes à la fin, mais tu plombes les stats, ouais. Ça plombe les stats de ouf. C'est pas ta faute, c'est comme ça que fonctionne YouTube. En fait, le mieux, c'est la vidéo rendez-vous. Blast, les vidéos Rhinocéros, ça marchait pour ça, parce que c'était la rendez-vous du lundi. Parce que celle du lundi suivant, bah, c'est déjà un autre rendez-vous. Et les vidéos de réaction à l'actualité, ça fonctionne très bien sur YouTube. Bah, toutes les vidéos de Figaro sont des vidéos de réaction à l'actualité. Ça fonctionne très bien parce que c'est les vidéos que les gens veulent regarder tout de suite pour être dans le moment, pour avoir des choses à raconter quand ils vont au boulot, pour avoir des anecdotes à raconter à leurs potes. Et c'est des choses qui répondent à un moment présent. Ces vidéos-là, elles sont super importantes. Donc, du coup, il y a toujours une balance à faire sur YouTube entre les vidéos que tu fais de fond, qui seront toujours pertinentes, mais que du coup les gens ne vont pas regarder tout de suite, et qui ne vont pas marcher. Moins bien marcher. La vidéo sur l'Andra, c'est ça. La vidéo sur le grec et l'espagnol quelque part aussi. D'ailleurs, c'est d'autant plus surprenant que la vidéo sur le grec et l'espagnol ne fonctionne pas du tout. Mais ce sont des chapitres d'un livre, de mon livre, qui lui fonctionne très bien. Et qui se vend très bien. Donc ça, bon, j'en ai pas vendu 1 million comme Fabien Licard, hein, mais c'est intéressant de le savoir. Ah non, mais il faut pas se forcer de regarder les vidéos quand elles sortent. Faut pas vous. De toute façon, vous êtes peut-être même pas le public cible de l'algorithme. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut trouver la balance. Voilà. Il te rapporte encore du revenu, ton livre? Oui. Il m'a même rapporté une mise en demeure de l'URSSAF. Parce que le comptable de mon éditeur n'a pas fait son travail. Du coup, on m'a demandé des cotisations, un nombre important de cotisations que je ne pouvais pas sortir et que je n'avais pas à payer d'ailleurs. Elles avaient déjà été réglées par mon éditeur, mais oui, ça a fait toujours un peu d'argent. Je sais pas combien de ventes j'en suis, parce que j'ai pas, vous savez, il n'y a pas encore eu le Papergate, le Papersgate. Vous savez, avant, si jamais jamais vous vouliez avoir des informations sur une société, il fallait sur société.com, il fallait payer, il fallait passer par un notaire, il fallait passer par un professionnel, quelqu'un qui avait l'abonnement pour avoir des informations. Maintenant, tout est accessible en ligne depuis que Papers existe. Eh ben, il n'y a pas encore eu ce truc qui existe, il n'y a pas encore ce truc qui existe pour les livres. Et donc, je ne peux pas savoir combien j'en vends, à moins de passer par mon éditeur qui lui-même doit payer un abonnement à une plateforme pour pouvoir être tenu au courant. Ça, c'est les reliquats du monde d'avant. Je sais pas combien j'en ai vendu exactement. Je crois entre 4 et 6 000, mais je sais pas combien. Ce qui est beaucoup pour un premier livre. Et mon livre a cette chance incroyable. En fait, si vous voulez comparer les livres et les vidéos YouTube, ça fonctionne précisément, pas précisément, ça fonctionne très différemment. Un livre vaut mieux toujours en vendre un de temps en temps que tous les vendre la première semaine. C'est important de faire un bon démarrage. C'est très important de faire un bon démarrage aussi pour un livre, parce que de ce bon démarrage dépend quand même une partie de la suite. Mais la mise en place de ton livre, donc la mise en place, c'est dans quel rayon il va se retrouver, dans quelle librairie, est-ce qu'il sera tout en bas, est-ce qu'il sera tout en haut, est-ce qu'il sera au milieu, est-ce qu'il sera dans un rayon au fond de la librairie, ou est-ce qu'il sera sur la table quand tu arrives, quand tu rentres. Ça, c'est la mise en place. Est-ce qu'il sera dans toutes les FNAC, est-ce qu'il sera dans les relais, etc. La mise en place dépend du budget communication de votre éditeur ou du potentiel que l'on pense avoir du nombre de ventes, qui dépend aussi potentiellement du nombre de ventes du livre précédent. Là, soit vous en vendez plein direct. Imaginez, vous en vendez pas.
bonne mise en place, vous en vendez pas, bah c'est simple. C'est ce qui arrive pour beaucoup de romans qui sortent chaque année. Durée de mise en place moyenne d'un polar, c'est de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, ciao, on remballe et ce livre-là, on ne remettra plus jamais en rayon. Il disparaît. Vous avez une très bonne mise en place, vous vendez beaucoup. Très bien, on continue du coup d'affluer, et tant que vous vendez, vous restez. Mais vous pouvez finir par disparaître quand même au bout d'un moment. Vous avez une... Moi, j'ai pas eu une bonne mise en place. Vous n'avez pas une bonne mise en place, mais vous vendez des livres. Et ça, c'est incroyable. Parce que quelque chose... je sais pas, ils ont loupé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est loupé, etc. Ça peut être corrigé, etc. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un regain, et puis voilà. Et puis, surtout, admettons que vous vendez pas beaucoup de livres sur le moment, ou vous en vendez moyen, mais vous en vendez toujours un peu. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le cas de mon livre. Le livre, il est peut-être pas bien placé en librairie, mais il y en a toujours un quelque part. Si bien que quand quelqu'un va rentrer et le demander, il sera là. Il sera là ou il sera commandable et obtenable dans les 48 heures ou 72 heures. Et donc moi, et ça c'est ce que tous les éditeurs cherchent. Tous les éditeurs cherchent à publier ce genre de livre parce que tu fais pas tous tes chiffres sur 6 semaines. Le livre n'est pas détruit. Moi, le livre, bon, il a été réimprimé 3 fois. Le livre a toujours une place dans un rayon. Quoi qu'il arrive, il y en aura toujours un dans un rayon. Et régulièrement, alors des fois non, des fois quand il est vendu, il n'est pas remplacé, ça arrive. Mais des fois, il l'est de nouveau. Il l'est de nouveau. Et l'idée, pour un éditeur, l'idéal, c'est que, en fait, tu continues toujours un peu de vendre le livre jusqu'à ce que l'auteur en sorte un nouveau. Et là, ça relance un cycle pour le nouveau et pour le précédent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les long sellers, ou alors les livres de fond. Enfin, le fond fait partie du fond, du fond, donc les bouquins que tu as toujours en librairie. Je dis, en ce moment, moi, c'est mon cas. Mon bouquin, alors qu'il est sorti il y a plus d'1 an, se trouve toujours à peu près mis en place et donc vendu. Parce que si un livre n'est plus mis en place, il n'est plus vendu. Point. Il n'existe plus. Donc moi ça va. Alors après je suis pas non plus, je suis pas Molière, hein. Je suis pas non plus le bouquin de Salomé Saké qui se vend à... Voilà. Mais mon éditeur est content. Donc s'il est content, j'imagine que pour lui ça fait partie des choses qui sont salutaires, quoi. Voilà. Pour un livre dont personne ne voulait. Beaucoup de bouquins de youtubeurs n'ont pas du tout cette chance. Hein. Beaucoup de bouquins de youtubeurs ne sont plus trouvables du tout après les deux premiers mois, quoi. Le tien était assez visible et dans un rayon peu fréquenté à Brest. Côté science. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur le prochain. Qui devrait sortir... je sais pas quand. Bah, il y a quelque chose, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs. Puis l'intérieur est en couleur. Bah, comme le premier a plutôt bien marché, je m'attends à ce que le second soit encore mieux situé et mieux présenté, quoi. Ça, c'est a priori, ce serait dans la logique. Pas pour un premier livre, j'ai vraiment des bons chiffres de vente. C'est-à-dire que normalement, un premier livre, t'en vends pas 4 ou 5 000, quoi. Il va y avoir de nouveaux live cartographie, bah sûrement, oui. C'est long, 1 an de durée de vie pour un livre, ah, c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il sort chaque semaine de nouveaux livres. C'est le nombre de livres qui sortent par an, c'est démentiel. La chaîne du livre est vraiment une chaîne qui surproduit massivement.
et qui gaspille énormément de papier. Parce que je sais pas c'est quoi la proportion des livres imprimés qui sont détruits. Et c'est énorme. L'Empire mérovingien du Mésil, ça me fumait de revenir 200 pages en arrière pour remater les frontières de la Neustrie. Ah, je l'ai ce livre. Il est bien. Moi, je l'aime bien ce livre. Mais Charlemagne aussi, qui est bien. Le marché du livre, c'est dominé par quelques éditeurs, mais surtout le marché du livre. Je l'ai déjà raconté l'histoire de mon éditeur. Vous voulez que je vous le raconte? Mon éditeur, à la base, il fait surtout des polars ou des romans, des enquêtes, un peu des romans d'enquête. Des fois un peu quali, hein, et puis ils adaptent aussi quand même quali, et ils adaptent aussi des auteurs étrangers qui le font. Par exemple, ils avaient un auteur très connu en Italie, qui s'appelle Luca Di Fluvio. Je sais plus dans quel ordre sont les lettres, et qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Ils éditaient ce livre-là. Donc, ils éditaient une dizaine de bouquins par an, surtout de la fiction, pas que. Il y a un peu de bouquins de vulgaire. Et pendant le Covid, ils ont été rachetés par un groupe, parce que du coup, ils étaient associés à un autre groupe. Et pendant le Covid, ils ont été rachetés par un groupe qui avait fait des chiffres de tarés pendant le Covid. Un éditeur qui faisait vraiment un nombre de ventes. Moi, on m'a montré des gens, on m'a dit c'est cool, hein, toi, t'es un auteur qu'on met en avant. Parce que t'es une partie de notre face. Nous, on est le côté respectable de cet éditeur, du coup, de ce groupe qui a racheté. Mais tu fais 10 à 20 fois moins de ventes que des gens dont tu n'entendras jamais parler. Et ces gens, vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est tous les gens qui sont dans le secteur des pseudosciences. Ça, c'est un truc de ouf. Genre des bouquins comme le développement personnel ou la pseudoscience. Genre les 4 accords Toltec ou j'en sais rien, ou comment penser comme un milliardaire, etc. Genre de bouquins. C'est des chiffres de vente, mais vous imaginez même pas ce que ça représente. Et surtout durant les périodes de Noël. C'est des quantités de livres. C'est démentiel. Moi, on m'a montré des trucs de chamanisme là. Parce que du coup, mon éditeur, je l'ai dédicacé au salon du livre sur le stand de mon éditeur, qui du coup faisait partie du grand groupe. Alors forcément, lui, il était un peu en train de sucer les nouveaux patrons, parce que voilà. Eux, ils vendaient des cartes de tarot et des gens qui t'expliquent comment soigner le cancer en sniffant du gui, quoi. Et ils en vendaient 50-60 000. C'est ça, quoi. En fait, c'est un truc de ouf, mais il faut vous dire que souvent, j'ai regardé, moi, la Chine, vous m'avez partagé cette chaîne, et du coup, j'ai tout regardé, et j'en ai pas parlé avec lui, mais il y a un peu de ça dans ses analyses, et je pense que du coup, lui, c'est de quoi il parle, parce qu'il est bêta lecteur, il bosse avec des éditeurs. Et moi, ça recoupe avec ce que mon éditeur m'a dit. Les livres, c'est que, enfin, aujourd'hui, je vais donner un chiffre arbitraire, ça se trouve, ça sera pas très loin, je dirais que 8 bouquins sur 10 sont achetés par des femmes. À peu près. Et une bonne part de celles qui achètent sont des daronnes. Et parmi ces daronnes, il y en a beaucoup qui se tournent vers les pseudosciences. Hors BO et jeunesse. Alors BD et jeunesse. Jeunesse, j'imagine, c'est les daronnes. BD, peut-être pas. Il faut savoir que la BD, c'est un milieu à part. Quand même. BD, manga, c'est quand même à part. Moi, je vous parle du livre, ce qu'on appelle le livre noir. Le livre noir, c'est pas non plus les beaux livres. Les beaux livres, c'est Renaud, là, c'est des livres avec des photos partout. Ça, c'est un marché totalement différent, avec du placement qui est totalement différent, et c'est des chiffres de vente et des répartitions de droits qui sont aussi très différentes. BD, livre jeunesse et beaux livres, ça a la particularité de rémunérer en moyenne 10 fois moins un auteur que les autres acteurs de la chaîne du livre, qui le rémunèrent déjà pas beaucoup. Ouais, alors la romance, bien sûr, ça marche très bien. Moi, mon éditeur, il m'a dit, si tu connais une meuf qui écrit de la romance pour meuf, présente-nous-la direct. Ça marche du feu de Dieu.
Il m'a dit, hein, tout le monde veut être le prochain Fifty Shades of Grey. Hein. Veut avoir le prochain Fifty Shades of Grey. Pourquoi pas un beau livre langue et cartes? Parce que pour le même travail, je serais rémunéré 10 fois moins. Le simple fait d'avoir du papier photo et des couleurs dans un livre. Savoir que il y a 3 acteurs qui sont toujours payés quand tu fais un livre. L'imprimeur, si tu n'imprimes pas, pas de livre. Le transporteur, si tu transportes pas les livres, finito. L'éditeur et le distributeur, donc la chaîne d'édition-distribution, parce que si jamais t'as personne qui fait les contrats et qui fait de la mise en place. Et le libraire, bien sûr. L'auteur, c'est la variable d'ajustement. Le libraire, pas toujours, parce que j'ai mis libraire entre parenthèses, parce qu'en fait, tu peux acheter pas mal d'endroits où t'as plus besoin de libraire maintenant, quand même. Si t'achètes sur internet, tu passes pas par un libraire. Tu passes par un service de librairie en ligne éventuellement, mais tu peux la plupart des livres aujourd'hui sont quand même achetés sur le site d'Amazon ou de la Fnac. Hein. Ils sont plus achetés en librairie. Donc, pour pas que le livre il coûte 50 €, il faut bien faire baisser le coût quelque part, et le coût souvent c'est sur l'auteur. Les beaux livres ne font pas forcément plus de ventes. Ça dépend lesquels. Mais c'est un investissement, ouais. Il y a des beaux livres de cartes, des beaux atlas. Là, j'ai un livre de Le Monde part en je sais pas, 20 ou 30 cartes. C'est des bouquins où tu touches vachement moins. Les posters, oui, les posters, il y en a sur la boutique. Et ouais, c'est des livres qui se vendent à Noël. Mais c'est des livres qui se vendent à Noël à une période où t'as 100 autres livres qui se vendent en même temps à Noël. C'est donc la chaîne du livre, c'est vraiment particulier, c'est vraiment pas du tout le même fonctionnement que YouTube. Les beaux livres souvent sont des cadeaux aussi. Et donc ouais, la romance ça marche bien, mais par contre le cul dans un bouquin qui n'est pas un bouquin centré là-dessus, ça marche pas. Faut savoir. Comment on sait qui achète? Il y a des enquêtes de sociologie qui sont faites. Hein. Voilà, des enquêtes. Il y a beaucoup au jugé. Hein. Mais après, il y a une donnée qui est super facile maintenant. Par exemple, Amazon ou la Fnac, ils savent votre âge, ils savent où vous habitez, ils connaissent vos habitudes de consommation. Donc il y a il y a des cartes de fidélité, il y a du profiling, etc. Donc là, moi, je ressors un livre. Je ressors un livre, je sais pas quand, l'année prochaine. Parce que j'ai pris mon temps pour l'écrire. Enfin, pour le réécrire, parce qu'il était déjà écrit pour moitié quand même. Et je le réécris. Je réécris toujours. Moi, je me fais chier. Au lieu de reprendre le truc, sortir du placard et me dire, vas-y, ça fera un livre, je vais le vendre. Je me fais chier à tout réécrire parce que je suis un zinzin. Mais je pense que ça fera un livre super intéressant. Pour l'instant, ce que j'écris, je suis très content de ce que j'écris pour l'instant. Ça va être centré sur l'histoire de la langue française. Du coup, dans les mots dans ta patrie, je ne parle pas de la France. Quasiment pas. Ou dans les autres chapitres. Là, ça sera centré sur l'histoire de la langue française. Mais l'histoire de la langue française jusqu'au plus loin où l'on puisse remonter. Donc là, je suis en train d'écrire le chapitre sur l'indo-européen. Évidemment, banger. Ça se passe comment l'écriture d'un livre? C'est beaucoup de temps, toi, tout seul devant Word avec Wikipédia d'ouvert sur un côté et des livres sur le bureau, quoi. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur l'histoire de la langue française, donc sur mon bureau, j'ai la nouvelle histoire de la langue française de Choran, et puis j'ai celle du Chon pas loin. Et voilà, quoi. Donc je lis beaucoup, aussi. Je bois pas de café, donc pas de café. Et un petit shaker au lit, là, avec de l'ice tea. Hop.
N'empêche que c'est vrai qu'Oli, je suis pas payé du tout la commission, mais je sais que vous êtes un public qui achète. En fait, je pense que j'ai ce truc. Alors, je me suis pas toujours, j'ai pas toujours su bien le faire. Mais je teste tous les produits avant de les vendre, bien sûr. Et je mets une petite enquête sur la boîte et dans les briefs, j'évite certains arguments que moi j'aime pas politiquement. Dans les arguments de vente, oui, bah c'est naturel, c'est bio, c'est bon pour la santé. Bah non, désolé, personne ne le sait, j'en sais rien. Alors, au lit, je me suis beaucoup renseigné. J'ai passé mon temps à écumer les Reddit, les machins, les trucs pour voir. Il y a des OP que je refuse, par exemple, encore aujourd'hui, alors que bah, peut-être qu'un jour je vais devoir accepter parce que j'aurai plus de thunes, mais pour l'instant, je peux encore me permettre de dire non. C'est tout. Bon, déjà, tout ce qui est produits financiers, ça c'est sûr. Tout ce qui est jeu d'argent, évidemment. Par exemple, Emma Matelas. J'ai refusé Emma Matelas. Il y a eu les histoires de livraison qui mettent le temps et de problèmes de service client. J'ai vu sortir ça. Ben, j'ai dit Emma Matelas, non, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème. Voilà. Et Red Shadow Legends aussi. Red Shadow Legends. Non, j'utilise Word, moi. Purement technique, la tech. Word. Non, Word. En fait, il faut que quand tu l'envoies en composition, ton bouquin, souvent, moi, c'était les gens qui passaient sur InDesign, il faut que ce soit facile à composer. Parce que ton livre, il n'est pas formaté sur Word quand il est envoyé à l'éditeur. Il est formaté dans un logiciel d'édition. Moi, je connais InDesign, que j'ai moi-même utilisé. Je sais que mon éditeur bossait avec des gens qui utilisaient InDesign. Pour tout ce qui est les cartes, etc., ils utilisaient Illustrator, donc j'ai refait tout dans Illustrator. Illustrator, j'utilisais très peu. J'utilisais Inkscape, donc du coup, comme j'utilisais Illustrator, bah, j'ai appris à utiliser Illustrator pour faire mes cartes sur Illustrator. Que je n'utilisais pas sinon. Donc voilà. Ouais, un livre entier en latex, même pour moi, même pour des trucs perso, de dictionnaire et tout, je le fais pas. Enfin, j'ai essayé, mais c'est trop compliqué. J'aimerais beaucoup savoir coder des trucs en Python ou en quoi, ou en machin, pour pouvoir me faire des extensions Word, pour pouvoir gérer des trucs, mais le logiciel idéal de toute façon de composition pas de livre en l'occurrence, mais de dictionnaire pour la création de mes mondes fictifs, il n'existe pas. Juste pour faire une carte, il faut un fond de carte. Puis souvent je repars d'un fond de carte. Voilà. Ils n'utilisent pas de latex, non. Voilà, les éditeurs ils n'utilisent pas de latex, non. Voilà, sûrement pas. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent du texte machine à écrire. Ça veut dire qu'ils doivent tout retaper ou tout corriger derrière, ça les fait chier souvent. Puis ça coûte cher. Markdown, ouais, non, mais même pas. Non, mais. Le mieux que j'ai trouvé, c'est. En fait, le mieux, je vous dise. L'outil qui me paraît le plus intuitif à utiliser et qui me paraît une base importante, c'est de tout faire en PHP. PHP MySQL. Et ensuite, de faire un programme pour retranscrire ça en PDF. Bah, quand tu fais un dictionnaire, en vrai, c'est ce qui paraît le plus intuitif. Hein. Bah, en fait, il faut une gestion de base de données. Hein. La plupart des logiciels de dictionnaire... J'ai utilisé des logiciels de création de dictionnaire utilisés par les gens qui créent des dictionnaires. Et c'est des fichiers, les fichiers, c'est des fichiers de base de données, en fait. Et souvent, c'est l'export qui est chiant. Mais vous savez que je vais en faire un... Alors, je vous spoil, mais là, j'ai prévu ma série de création de langue. Comment créer une langue. Voilà, comment créer une langue de A à Z. Les premières idées sur une feuille blanche, jusqu'à vous avez une police d'écriture et un dictionnaire numérique.
Et du coup, je vais vous montrer moi les logiciels que vous pouvez utiliser ou que vous pourriez utiliser. Et moi, s'il y avait un truc où je pouvais faire du CSS dans Word, c'est incroyable. Si je pouvais mettre des classes ou des encres dans des titres, dans des machins, dans des trucs, ce serait trop bien. Donc le LaTeX, ouais, bah moi le LaTeX j'ai essayé plusieurs fois, mais après quand t'as des erreurs, le PDF il sort pas, y'a rien qui se met... Le LaTeX, je trouve, c'est facile de faire les trucs durs, mais c'est dur de faire les trucs faciles en LaTeX. Vraiment. Genre, ça peut être l'enfer pour centrer un texte. C'est un truc bidon. Et ça va être facile de composer des formules de ouf. Brackets, je ne connais pas, tiens, je vais noter. Après, je sais qu'il y en avait des gens qui l'utilisaient en linguistique parce que tu pouvais directement retranscrire de l'API ou des Devanagari, etc. Mais bon. Moi aussi, je pique des templates par là, par-ci, des bouts de code par là, par-ci. Je mélange. Je pense que j'ai toujours fait. Et écoutez, vous verrez quand je ferai ma vidéo tuto, que vous allez tomber de votre chaise par mes mauvaises pratiques. Calligraphe, c'est bien pour s'inventer un alphabet. Alors moi j'utilise FontForge. Je ne jure que par FontForge. D'ailleurs qui utilise du Python aussi. Alors du coup je connais rien mais j'arrive à déduire certains trucs. Mais tu peux, par le système de ligature, tu peux faire des trucs de ouf avec FontForge. Tu peux dire si tel caractère est suivi de tel... Si tu tapes telle lettre puis telle lettre, ça appelle un tout autre caractère. Et ouais, j'utilise Word. J'utilise Word, j'ai 2-3 extensions sur Word qui marchent bien. Donc ouais, mardi, je suis à Toulouse, hein. Vous venez me voir, hein. Il y a Antidote sur Word aussi. Mardi, je stream pas. Hein. Mardi, je suis à la médiathèque. Putain, comment elle s'appelle la médiathèque? C'est quoi son nom, la médiathèque? Genre. Je sais pas, Francis Cabrel, là. Non, José Cabanis. Ah si, c'est l'enfer. Je pars demain à 7h. Je vais arriver à 21h. C'est l'enfer.
C'est l'enfer de ouf. Pourquoi Toulouse et toujours pas Brest? Parce que personne m'a jamais invité à Brest. Donc j'ai jamais eu besoin d'y aller. Donc n'hésitez pas à venir à Toulouse mardi 18h30. J'ai fini mon PDF, là, je sais de quoi on va parler. On va parler... alors, il voulait qu'on parle de Game of Thrones, on va en parler de Game of Thrones, bien sûr. Mais on va parler plus généralement de création de langue et d'univers et d'imaginaire. Un jour à Clermont-Ferrand. Putain, quand j'avais pas de thunes, je suis allé à Clermont-Ferrand. J'ai dormi au Formule 1. Au nord de Clermont-Ferrand, là. Infernal. Il y aura une rediff, c'est loin de chez moi. Ah non, ce sera pas filmé.